Bonjour à vous, mes amis. Les criminels de guerre russes continuent de terroriser notre pays et frappent la population civile. Cette nuit à Odessa, les salauds russes ont frappé un immeuble résidentiel avec un drone. Au même moment, l'Ukraine continue de mener des attaques de drones contre le complexe militaro-industriel de la soi-disant Fédération de Russie. Dans la région de Lipetsk, l'alerte n'a été déclenchée qu'après des explosions. Il y en a déjà 10 qui sont arrivés. Ah, c'est seulement maintenant que ça commence à fonctionner. Dans la ville de Yele, plusieurs drones ont frappé une usine appelée Énergie, qui fait partie du complexe militaro-industriel de la soi-disant Russie. Cette usine fabrique des batteries utilisées dans les drones russes ainsi que dans la flotte russe. D'ailleurs, ce n'est pas la première attaque. Plus tôt en mai, le site avait également été visé. Quelques heures auparavant, dans la nuit, le service de sécurité d'Ukraine nous a aussi réjouis avec de bonnes nouvelles, car des drones ont attaqué un grand dépôt de munitions près de Kharkiv, dans la région de Donetsk temporairement occupée. À en juger par l'explosion, c'était comme une mini-bombe nucléaire. Oui. Oh putain de merde. Ça alors. Oh la vache. La détonation secondaire des munitions russes s'est fait entendre encore longtemps. Et c'est magnifique. Ça a explosé. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler plus en détail de la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine et de la façon dont la soi-disant Russie perd non seulement l'Azerbaïdjan, mais aussi l'Arménie. Mais chaque chose en son temps. Et maintenant, parlons de l'essentiel. Faites un don à Rosorise, rapprochez notre victoire. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Pour que nous puissions mieux équiper l'armée afin de détruire les occupants russes et acheter plus d'intercepteurs de Shahed, nous avons vraiment besoin de vos devenir. Les coordonnées bancaires, comme toujours, sont dans la description de cette vidéo. Et si, pour une raison quelconque, vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous dès maintenant. La situation du conflit entre l'Azerbaïdjan et ce qu'on appelle la Fédération de Russie ne se calme pas du tout. L'Azerbaïdjan continue de mettre la pression et aggrave le conflit diplomatique avec la Russie. Et il semble que les Russes n'aient toujours pas tiré les bonnes leçons. Leurs propagandistes continuent de soutenir les pogroms contre les Azerbaïdjanais. Voilà ces deux personnes arrêtées, celles qui sont mortes, je veux dire, elles sont mortes, peut-être pas d'une crise cardiaque. Honnêtement, je m'en fiche complètement. En même temps, les Russes ont qualifié l'Azerbaïdjan d'ennemi de la soi-disant Russie, tout en affirmant qu'ils ne menaçaient pas l'Azerbaïdjan. Et bien, maintenant, en fait, nous avons un nouvel ennemi. La Russie n'a jamais menacé et ne menace pas l'Azerbaïdjan. Non, 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 bien sûr, voyons. Les Russes n'ont jamais occupé l'Azerbaïdjan et, aujourd'hui, ils ne lui font aucune revendication territoriale, notamment concernant le Karabakh. Le Karabakh n'est ni azéri ni arménien. Le Karabakh a fait partie de l'Empire russe. Et vous n'allez pas le croire, mais l'un des propagandistes russes n'a même pas mentionné l'Ukraine. D'habitude, pour les Russes, ce sont toujours les Ukrainiens qui sont responsables de tout, mais cette fois, pour tous les malheurs de la soi-disant Fédération de Russie, ce sont les Azerbaïdjanais et les autres peuples du Caucase qui sont coupables. C'est précisément à cause du Caucase, et en premier lieu de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie et de la Géorgie, que toute la corruption, toute la saleté, cette méthode de pot de vin à la mode des hordes, tout cela est venu de là-bas. Les Russes sont tellement indignés contre l'Azerbaïdjan parce que ce pays a démontré sa dignité nationale et n'a pas toléré les humiliations russes, mais a répondu aux Russes. Et c'est pourquoi ils s'énervent et le comparent à l'Ukraine. L'Azerbaïdjan pense sérieusement qu'il peut rivaliser avec la Russie sur un pied d'égalité, comme deux soi-disant puissances régionales. L'Azerbaïdjan est en train de devenir une deuxième Ukraine. Les Russes ont cette vieille tradition, tous les quelques mois, ils comparent n'importe quel pays au hasard à l'Ukraine et menacent. Mais les menaces n'aboutissent à rien, car les Russes sont embourbés dans la guerre contre l'Ukraine. En ce moment, ils n'ont clairement pas la tête à ça, et tout ce qui leur reste, c'est d'exprimer leur préoccupation à l'égard de l'Azerbaïdjan. Et puis, une note a été remise à l'ambassadeur d'Azerbaïdjan concernant les actions inacceptables des forces de l'ordre azerbaïdjanaises. Il faut absolument le souligner, les Russes ont réussi à se fâcher à la fois avec l'Azerbaïdjan et aussi avec l'Arménie, qui s'éloignent de plus en plus de la soi-disant Russie. Il y a quelques semaines, les autorités arméniennes ont annoncé qu'un coup d'État pro-russe était en préparation dans le pays et que son organisateur était le Medvedchuk local. Le groupe de société Tachir est accusé d'appel public à la prise du pouvoir. L'année dernière,
Une perquisition a été menée à son domicile. Il a été arrêté, mais les représentants de l'église pro-russe locale ont commencé à prendre sa défense et certains d'entre eux ont également été arrêtés, accusés de participation à la préparation d'un coup d'État. En Arménie, l'archevêque Mikhail Adjapakian a été placé en détention pour 2 mois. Cette décision a été prise il y a quelques heures par le tribunal d'Erevan. Bien sûr, les Russes ont, comme on pouvait s'y attendre, explosé de colère. Surtout la Mancour Margarita Simonian, qui a immédiatement traité Pachinian d'antéchrist. C'est leur propre dégénéré arménien. C'est quand même l'antéchrist. Le ministre des Affaires étrangères de la soi-disant Fédération de Russie, Sergei Lavrov, a également exprimé de profondes préoccupations. Il affirme ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Arménie, mais il s'en mêle tout de même. Le sujet a été discuté, tout le monde a exprimé une vive inquiétude quant à ce qui se passe à l'intérieur. Il est clair que c'est une affaire intérieure de la République d'Arménie. Le ministre des Affaires étrangères d'Arménie a répondu à Lavrov et l'a appelé à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures du pays. Mais bien sûr, les Russes n'ont pas écouté. Dernièrement, l'Arménie s'éloigne très visiblement de la soi-disant Fédération de Russie. L'Arménie a suspendu sa participation à l'OTSC. Et de temps en temps, Pachinian se dispute publiquement avec Loukachenko. Nous verrons, peut-être qu'il n'y aura pas de téléviseur pour que vous interveniez à distance. Aucun problème. Aucun problème. Pour nous, c'est évidemment une bonne nouvelle, car l'influence géopolitique de la soi-disant Fédération de Russie s'affaiblit considérablement. Les Russes ont déjà perdu la Syrie et sont pratiquement absents de la Méditerranée. Les Russes ont aussi des problèmes avec les Iraniens après les récents événements. Et maintenant, c'est aussi le Caucase. Peut-être que ce ne sont que de simples coïncidences intéressantes, mais les Russes, et pas seulement eux, voient dans ce qui se passe une trace turque, même pas ukrainienne. Et tout cela se fait dans le but de détruire l'Arménie, d'anéantir les Arméniens sur ordre des maîtres turcs de Nikol Pachinian. Au cours des derniers mois, le premier ministre arménien Pachinian s'est considérablement rapproché d'Erdogan. De plus, l'Azerbaïdjan est également un allié de la Turquie. Et les Russes sont convaincus que ce qui se passe a été personnellement approuvé par Erdogan. Les Russes voient dans ce qui se passe la mise en œuvre de la doctrine turque du panturquisme qui prône l'unification de tous les peuples turcs, y compris ceux qui se trouvent sur le territoire de la soi-disant Russie, comme par exemple les Tatars. D'ailleurs, il y a quelques jours, alors que le conflit entre les Russes et les Azerbaïdjanais battait son plein, le chef du Tatarstan s'est envolé pour rencontrer Erdogan. Merci d'être venu. Les patriotes russes en ont aussi été bouleversés et ont perçu cela comme un coup de poignard dans le dos. Mais parlons maintenant des mauvaises nouvelles pour l'Ukraine concernant les livraisons d'armes en provenance des États-Unis. Il y a d'ailleurs eu pas mal de confusion à ce sujet. Des représentants de la Maison-Blanche ont d'abord confirmé l'information sur la suspension des livraisons d'armes, puis au département d'État, cette même information a été démentie. Nous n'avons pas suspendu l'envoi d'armes à l'Ukraine. C'est qu'un aspect, une situation, un événement qui a changé. Cela ne signifie pas l'arrêt de notre aide à l'Ukraine ni des livraisons d'armes. En même temps, au Pentagone, on évite de répondre directement à la question et on explique qu'ils ont mis en place une structure pour évaluer si les États-Unis eux-mêmes disposent de suffisamment d'armes. Ce que nous avons fait ici, au ministère de la Défense, c'est mettre en place une structure pour analyser quelles munitions nous envoyons afin d'aider le président et le ministre de la Défense à prendre des décisions. Les déclarations des responsables américains sont, pour le moins, quelque peu contradictoires et incohérentes. Le magazine Politico estime que la décision de suspendre l'aide militaire à l'Ukraine n'a pas été prise par Trump, mais par l'un des adjoints du chef du Pentagone. Pour de nombreux républicains proches de Donald Trump, cela a été une véritable surprise. De plus, l'arrêt de la livraison des armes n'a pas été approuvé par le département d'État des États-Unis ni par d'autres instances gouvernementales américaines. Je pense que tout cela a été fait par le directeur de la politique du ministère de la Défense des États-Unis, Soga Coldy. En fait, nous n'avons pas de conseiller à la sécurité nationale, a déclaré le député Mike McCall. Je ne suis même pas sûr que le secrétaire d'État Rubio ait été consulté à ce sujet. Il y a une division interne à la Maison-Blanche. Cette confusion ne nous facilite pas la vie, mais peut-être que la situation changera bientôt. Dia que les Russes, eux, fêtent déjà. De toute façon, moins il y a d'armes livrées à l'Ukraine, plus la fin de l'opération militaire spéciale est proche. Et nous, avec vous, devons désormais clairement augmenter notre aide à notre armée. En juin, grâce à vous, nous avons collecté près de 300 millions de hryvnia et acheté plus de 12 000 différents drones FPV. Merci pour cette aide extrêmement précieuse. Et au cours des dernières 24 heures, grâce à vous, nos soldats ont reçu encore 290 nouveaux drones FPV. Gloire aux héros.
Les amis, nous continuons également à recevoir de bonnes nouvelles concernant l'interception des Shahed à l'aide des FPV. Mais pour l'instant, je ne vais pas tout dire publiquement. Continuez à soutenir les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine.